Je me présente, Isabelle Clément, directrice de l'association Panda Thérèse de Blainville et des Laurentides. Alors, premièrement, je suis extrêmement contente de vous voir en si grand nombre ce soir. J'aimerais commencer par prendre le temps de remercier les partenaires sans qui nous n'aurions pas pu vous offrir cet événement gratuit ce soir. Alors, d'abord, la soirée est présentée par le Regroupement des associations Panda du Québec. En fait, il existe 8 associations Panda qui ont chacun leur région, qui desservent des territoires bien distincts. Alors, merci au regroupement, merci Frédéric pour votre soutien et votre contribution. Merci à Dr. Annick Vincent, qui est aussi engagée auprès de la Fondation de Philippe Laprise pour sa grande contribution, ses idées qui ont mené à terme notre soirée de ce soir et de permettre à plusieurs personnes là, de mieux comprendre et d'être mieux outillées face au TDAH. Je remercie également la Ville de Blainville et le cabaret BMO, de même que le groupe Nord-Seine pour leur contribution. Alors, je vais prendre 2 minutes parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ne connaissaient pas Panda. Alors, c'est quoi ça, Panda? En fait, PANDA, c'est un acronyme pour Personnes aptes à négocier avec le déficit d'attention. Alors, nous sommes un organisme exclusivement dédié au TDAH qui existe depuis 33 ans. Notre mission est vraiment de soutenir, informer et outiller toutes les personnes qui sont touchées par le TDAH. Il m'importe de vous mentionner que ça ne prend pas de diagnostic pour avoir nos services. En fait, ça prend tout simplement de vivre avec des symptômes apparentés au TDAH. Merci, bonjour, bonsoir. Ça dépend si vous êtes en salle ou vous m'écoutez par la suite quand la conférence sera en ligne éventuellement sur le site de la Fondation Philippe Laprise avec la collaboration donc de Panda et de la Fondation. Alors, je me présente, Annick Vincent, et je vais vous parler ce soir de stratégie en lien avec le TDAH, mais ça pourrait être aussi en lien avec les symptômes d'allure TDAH. On a choisi de parler de focus, d'émotion et de résilience. On aurait pu parler plein de choses par rapport au TDAH, mais c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de la vie des gens qui ont des symptômes d'allure TDAH, d'arriver à porter attention, réguler les émotions et passer à travers les épreuves de la vie avec résilience. En tant que médecin, je dois, à chaque fois que je fais une conférence, déclarer ce qu'on appelle nos conflits d'intérêts potentiels. Alors, ce soir, je ne reçois pas d'honoraires, mais des fois, je donne des conférences pour lesquelles je reçois des honoraires. Si jamais vous achetez un de mes livres, là, je reçois des droits d'auteur. J'ai 2 sites pour lesquels je ne reçois rien. Je paye, en fait, pour que les sites fonctionnent. Vous avez le site attention-info.com, qui est un site bilingue sur le TDAH, et le site de la clinique où je travaille, qui a aussi tout un volet d'information et des liens vers d'autres ressources. Je travaille comme bénévole au sein de divers organismes, dont la CADRA, qui est un organisme pour les professionnels avec intérêt avec le TDAH. Il y a la CADAC, qui est un organisme canadien qui est en soutien aux gens qui vivent avec le TDAH et leurs proches. On a à la clinique un volet au BNL et depuis plusieurs années, je travaille au sein de la Fondation Philippe Laprise et j'ai participé à l'élaboration et à la mise en ligne de plusieurs formations. Certaines sont disponibles pour le grand public, d'autres pour les professionnels de l'éducation et les professionnels de la santé, les intervenants du milieu communautaire et mes collègues médecins aussi. Notre dernier bébé s'appelle Odyssée TDAH et je vais en profiter pour vous montrer aussi certains outils qui sont disponibles. Alors, il y a quelques mois est né le nouveau visage de la Fondation au niveau du site web et vous pouvez retrouver, donc quand vous faites fondationphilippelaprise.com, vous pouvez retrouver, vous avez plusieurs onglets, dont un qui est l'onglet Formation, et vous pouvez aller, selon votre champ d'intérêt, visionner les différentes formations. Les formations sont gratuites, elles sont accessibles, vous devez vous inscrire, mais tout ce que ça fait, c'est que ça vous permet, après ça, quand vous revenez au niveau des formations, ça vous remet à l'endroit où vous étiez rendu. Toutes les formations qu'on a fait, on a fait le choix de les découper en petites capsules. Faire une formation d'1 heure ou 1 heure et demie, déjà, quand on n'a pas de TDAH, c'est lourd. Mais si on a un TDAH, c'est impossible.
Donc, dans un contexte comme ça, on a vraiment voulu rendre ça dynamique et chacune des formations est donc découpée en petites capsules. Et pour certaines des formations, on les appuie de documents, d'outils d'accompagnement, d'outils aussi d'intervention, que vous pouvez retrouver là, dans l'onglet outils ou encore dans la section formation, vous avez un lien direct. Il y a 4 formations dont je vais vous parler. Apprendre et réussir avec le TDAH, c'est pour aider le monde de l'enseignement à soutenir davantage nos jeunes qui vivent avec le TDAH. Mais dans le fond, toutes les stratégies non pharmaco de favoriser l'attention en classe, est-ce que c'est vraiment bon juste pour nos jeunes qui ont un TDAH? Non, c'est bon pour tous nos jeunes. Donc, c'est vraiment une formation qui est intéressante pour bien des gens. On a aussi mis en ligne une formation qui est pour les parents de jeunes qui sont au niveau scolaire et qui aimeraient être des meilleurs accompagnateurs pour l'étape des devoirs et des leçons. TDAH ou pas. Donc, encore là, vous pouvez aller chercher là, des outils à ce niveau-là. Donc, la formation qu'on a mise récemment en ligne, qui s'appelle Odyssée TDAH, elle se veut une formation pour les intervenants communautaires, les intervenants de toutes sortes de milieux au niveau de la santé, incluant mes collègues médecins. Il y a 1 heure sur comment on prend soin de son cerveau, comment on fait justement du matériel que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a 1 heure sur la démarche diagnostique et il y a 1 heure sur l'approche thérapeutique, surtout axée à ce niveau-là, au niveau de la médication. Si on n'est pas un intervenant, si on n'est pas un professionnel de la santé, on ne se fait pas barrer pour l'écouter. Okay? C'est juste qu'on s'attend que si vous avez des questions par rapport à certaines terminologies, bien, peut-être que vous allez vous référer à un intervenant ou un professionnel de la santé pour y répondre à ce niveau-là. Mais donc, c'est accessible à tout le monde aussi dans ce contexte-là. Pour le rendre encore plus accessible, on a extrait la partie qui vraiment parle des stratégies et on lui a donné un autre nom. Elle s'appelle « Garder le cap ». C'est la même formation, tournée avec une introduction qui s'adresse à tout le monde, alors que l'autre est tournée avec une introduction qui s'adresse aux collègues. Alors, sans plus tarder, au niveau du programme Odyssée, on a monté beaucoup de documents qui sont en appui, certains dont je vais vous présenter donc dans la présentation d'aujourd'hui. Et on a aussi regroupé tous ces documents-là dans... Si quelqu'un se l'imprimait, là, ça fait un livre assez épais. Là. Donc, on l'a mis en format électronique. Il est disponible de cette façon-là. Et on peut aussi retrouver chacun des outils de façon séparée. Donc, s'il y a des outils que je vous présente aujourd'hui, que vous faites « Ah, moi, ça m'intéresse », vous allez savoir où les retrouver. Petit clin d'œil à Jean-Simon Bégin. Merci, Jean-Simon, de partager avec nous les belles photos qu'il m'a permis d'utiliser. Jean-Simon, moi, je suis une fan finie de son œuvre et je lui ai demandé, j'ai dit là, je voudrais pimper ma conférence, rendre ça intéressant. Et il a eu l'amabilité de dire oui. Alors, merci Jean-Simon. Donc, les objectifs de cette formation. On va regarder ensemble qu'est-ce qui module l'attention. On va réfléchir sur des stratégies pour prendre soin de notre cerveau, pour mieux gérer notre stress, réguler nos émotions et cultiver la résilience. Première section, donc comme la petite map, on va essayer d'aller être plus attentionné. Un petit peu de neurobiologie. Alors, la petite belette qui porte attention, oups, ça avance tout seul, ça. C'est un test d'attention pour la conférencière. Alors, c'est intéressant de discerner, il y a différents types d'attention. Il y a ce qu'on appelle l'état de veille. Quand on est supposé, entre guillemets, rien faire, notre cerveau, lui, il reste actif. Il est en mode scan. Il est quand même alerte, mais il n'est pas dirigé sur une tâche particulière. Donc, c'est ce qu'on appelle l'état de veille. Après ça, il y a l'attention qu'on dit simple.
tâches non complexes. Exemple, il y a un bip, je pèse sur un bouton. Simple. Il y a des tâches d'attention soutenue qui nous demandent d'engager notre attention pour une longue période. Ça pourrait être, par exemple, conduire sur la route. Il pleut. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a même pas d'autres voitures pour nous distraire. OK, mais il faut que je reste concentrée. Donc ça, c'est l'attention soutenue. Ça pourrait être une lecture qu'il faut que je finisse. Puis je reste concentrée. Longtemps. Donc ça, c'est l'attention soutenue qui nous nécessite, et vous allez voir que plus la tâche elle est longue, plus elle est ennuyante, plus elle est complexe à faire, particulièrement pour les gens qui ont un TDAH. C'est difficile pour tout le monde, mais c'est une coche de plus quand on vit avec le TDAH. L'attention sélective, c'est une tâche où est-ce qu'il faut que je me concentre et que je mette de côté les autres stimuli qui viennent me déranger. Ça peut être des stimuli qui sont sonores, visuels, tactiles, mes propres idées, mon ventre qui grouille. Donc, mon cerveau il est au courant qu'il y a d'autres choses qui se passent, mais il doit les filtrer, se rappeler que c'est quoi qui est prioritaire, puis ramener. Donc ça, c'est l'attention sélective. Dans notre jargon, nous, on dit qu'on est capable d'inhiber les stimuli distrayants. L'attention divisée, c'est ce qu'on aimerait appeler le multitask ou la multitâche. Ça n'existe pas, ça, du multitâche. Le multitâche, c'est une série de micro-actions en alternance. Donc, quand on dit que je suis capable de faire plein de choses en même temps, c'est que je suis capable, dans un grand laps de temps, de faire plein de choses de front. Mais dans les faits, c'est que j'alterne. Je suis en train de faire quelque chose que j'interromps. Je garde en mémoire de travail que je suis en train de faire ça. Je dirige mon attention ailleurs. J'en fais un petit bout. Je me rappelle que je suis en train de faire ça. Je reviens. Et j'alterne comme ça à 1, 2, des fois plus de tâches que ça. La mémoire de travail, c'est quelque chose qui est plus complexe quand on vit avec le TDAH, de se rappeler au bon moment. Donc, beaucoup de gens qui vivent avec le TDAH vont dire « l'attention simple, ça va bien ». L'attention soutenue, si ça me motive, c'est intéressant, c'est stimulant, j'arrive pour un petit bout, mais à un moment donné, je décroche. Puis souvent, pourquoi ils décrochent? Parce que les autres attentions aussi sont impliquées. Donc, distrait par d'autres stimuli. Puis si on décrochait, l'attention divisée étant plus challengée du côté de la difficulté au niveau de la mémoire de travail, on part faire autre chose. Puis on oublie qu'on était rendu là. Donc, c'est plus complexe, alterner de cette façon-là. Sur le plan de la biologie, c'est intéressant de savoir que vous avez peut-être déjà entendu l'expression « être sur l'adrénaline ». Les catécholamines, qu'on appelle, donc les neurotransmetteurs de cette famille-là, il y en a 2 qui sont très importants dans le lien de l'attention et dans le monde du TDAH. C'est la noradrénaline et la dopamine. De ce qu'on en comprend au niveau de tout ce qu'on fait en testing neuropsy, la noradrénaline, elle nous aide à moduler, à atténuer le bruit de fond. Comme sur l'image, vous voyez, c'est comme si le bruit de fond, le background est moins visible. La dopamine, elle nous met d'en face ce qui est important. Donc, elle nous aide à prioriser. Elle va amplifier le signal. Et donc, c'est comme si on était au niveau d'un faisceau de lumière. Donc, on est laser à ce moment-là. Et on a besoin d'une bonne coordination, noradrénaline, dopamine, pour être capable justement de porter attention
de façon efficace. Être sur l'adrénaline, c'est aussi une façon de traiter le TDAH. Ceux qui vivent avec le TDAH au quotidien vont vous le dire, à la dernière des dernières minutes, il n'y a plus beaucoup de symptômes de TDAH. Quand l'adrénaline du dernier moment monte, souvent les gens vont dire, à ce moment-là, c'est comme si le brouillard se lève, puis là, j'arrive à focusser. L'art de bien vivre avec le TDAH, c'est de savoir se créer plein de mini dernières minutes, plutôt qu'une méga grosse dernière minute. Et on va regarder ensemble dans les stratégies comment justement mieux procrastiner. L'autre chose, c'est qu'on comprend mieux aussi pourquoi certaines personnes qui vivent avec le TDAH sont comme à la recherche de sensations fortes. Ils se font un psychostimulant maison. C'est quasiment comme une forme d'autotraitement, d'être en recherche de cette adrénaline-là. Donc encore là, apprendre à mieux vivre avec son TDAH, c'est d'être conscient de ça, puis de pouvoir l'utiliser. Si effectivement ton cerveau fonctionne mieux dans certaines situations, c'est bien d'en être conscient et d'apprendre à le doser aussi. D'autres choses que les neurosciences nous amènent, c'est de comprendre finalement que les gens qui ont un TDAH, leur cerveau semble se développer et fonctionner un peu différemment de ceux qui ont dit normaux. Normaux, on va dire standard. Donc là, il faut savoir que notre cerveau, en général, il se développe de l'arrière vers l'avant, au niveau de la maturation. En avant ici, c'est là que réside notre chef d'orchestre. Notre contrôleur de circulation, notre lobe frontal. Et notre lobe frontal, il est le dernier à maturer. La maturation finale, là, c'est vers 25-27 ans. Courage, maman et papa. Ça peut expliquer pourquoi il y a certains jeunes qui vivent avec le TDAH, qu'avec la maturation neuronale, on a une atténuation des symptômes avec l'âge. Mais si on est rendu qu'on a 30, 40, 50, 70 ans, les symptômes sont encore là, je pense que là, on peut penser qu'ils vont être là pour un bout. Statistiquement, si j'ai un jeune qui a un TDAH, là, il est au primaire, rendu au secondaire, il y a 75% des chances qu'il y ait encore des symptômes de TDAH suffisants pour encore lui donner des difficultés. À l'âge adulte, statistiquement, c'est au moins 50%. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une atténuation des symptômes et qui, à l'âge adulte, en ont plus. Je ne peux pas prédire qui va avoir cette évolution-là qu'on dit favorable, avec plus de symptômes quand il est grand. Ce que je peux prédire, par contre, c'est que si je ne l'aide pas pendant qu'il est petit, il peut peut-être avoir des dommages collatéraux, même si à l'âge adulte, il n'y a plus de symptômes. Fait que plus je peux l'équiper, jeune, à mieux vivre avec son TDAH, plus je peux réduire l'apparition d'autres problématiques en chemin. Puis si en plus il fait partie de ceux que le TDAH persiste à l'âge adulte, bien, il va continuer à être bien équipé. Ce qu'on sait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'améliorer la neurotransmission de la dopamine puis de la noradrénaline réduit les symptômes du TDAH. On peut le faire justement en étant à dernière minute juste comme il faut, en dosant bien son niveau de stress. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la motivation, elle active les mêmes zones qui permettent de s'automoduler que la médication. Donc, en thérapie, on travaille autant au niveau motivationnel que de considérer est-ce qu'on a besoin ou pas d'une médication. Ça, c'est intéressant à savoir parce que si on intervient auprès d'un jeune ou d'un moins jeune qui a un TDAH, il faut vraiment être conscient de l'importance de la motivation.
dans la capacité à activer le système et à rester dessus. Donc, si on a quelqu'un qui est en perte de sens, qui ne comprend pas pourquoi, à quoi ça sert, on va avoir beaucoup plus de difficultés au niveau de la capacité de cette personne-là à justement mobiliser son attention de façon efficace. Dans le livre que j'ai écrit, Mon cerveau a encore besoin de lunettes, j'ai essayé de mettre une image pour avoir la discussion sur les éléments qui mettent du poids sur nos symptômes. Moi, dans mon bureau comme médecin, c'est sûr que quand on arrive dans le bureau du médecin, en général, on essaie plusieurs stratégies, puis on est rendu souvent à l'étape de discuter est-ce qu'on met ou pas une médication, est-ce qu'on ajuste ou pas la posologie de la médication qui est en place. Puis des fois, quelqu'un arrive dans le bureau en disant « j'aimerais ça monter la médication », mais dans le fond, ce qu'il faudrait, c'est réduire le poids des autres éléments dans la balance. Donc, il faut être conscient que tout ce qui touche notre niveau énergétique va influencer notre capacité à nous centrer. Se concentrer, là, ça demande du jus du cerveau. OK? Donc, toute problématique de santé, par exemple, qui vient gruger de l'énergie. Les gens qui, en ce moment, vivent avec la COVID longue peuvent vous en dire quelque chose. Ils n'ont jamais eu de TDAH de leur vie pour certains, puis là, paf, ils vivent avec. Quelqu'un qui a une problématique de santé qui entraîne de la douleur. Moi, j'en fais partie. Ça fait 2 ans que je vis avec la douleur. Je n'ai jamais eu de TDAH avant, et là, je suis complètement compatissante avec tout le monde qui vit avec le TDAH. Okay? Donc, la douleur qui crée justement une difficulté à dormir, qui te gruge l'énergie dans ta journée, te gruge ton énergie, ne te permet pas que ton cerveau soit disponible. Une problématique de santé X, un trouble du sommeil qui fait, ou encore tu ne dors pas assez, point. Ça aussi, ça va atténuer, ça va augmenter les symptômes. La gestion des émotions. Avez-vous déjà essayé de vous concentrer quand vous avez une émotion forte? Notre cerveau, là, il fait comme Hydro-Québec en pleine tempête de verglas. OK? Shutdown. OK? On gère l'émotion. Et pendant ce temps-là, on n'arrive pas à se centrer sur autre chose. Donc, si on veut se concentrer, il faut être disponible émotionnellement aussi. Au niveau organisationnel, tu as beau avoir la meilleure médication au monde, okay? Si tu n'as pas des bonnes stratégies d'organisation. Ou si, par exemple, ton milieu change ses stratégies organisationnelles pour des stratégies qui sont peut-être moins, je dirais, en anglais, on dirait ADHD friendly, okay? Moins favorables au niveau de l'attention. On passe, par exemple, d'un bureau fermé à un bureau ouvert. Un mode d'apprentissage où est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit, à un mode d'apprentissage où est-ce que tout le monde chuchote parce qu'on discute. Donc, côté organisationnel, côté environnement, c'est important. Moi, j'ai des patients qui me disent « je ne sais pas pourquoi, ça va moins bien, puis là, on fouille, puis là, finalement, ben, l'agenda, il a pris le bord. » Prendre des notes, restructurer, diviser les tâches en petits morceaux, tout ça, ça a pris le bord. Ou, en tout cas, c'est moins là. Donc, organisation. L'hygiène de vie. Moi, je suis psychiatre depuis longtemps et je n'ai jamais autant parlé d'hygiène de vie que depuis que je parle avec des gens, depuis que j'accompagne des gens qui vivent avec le TDAH. Pourquoi? C'est difficile d'avoir une rythmicité quand on vit avec le TDAH. Ça a été démontré scientifiquement. C'est difficile donc d'adopter des routines, de les maintenir. Pour le sommeil, c'est difficile de s'endormir quand tu as une bougeotte des idées ou une bougeotte physique. Mais ça se peut aussi que tu utilises le soir pour rattraper les choses que tu n'as pas eu le temps de faire. Ou encore que là, tu fais des choses le fun et stimulantes. Tu as vu l'heure, il faudrait que je me couche. Mais il faut que tu te relèves le lendemain matin. Donc, les nuits se raccourcissent.
Et on sait que le manque de sommeil, si tu veux faire en sorte que quelqu'un vive vraiment c'est quoi avoir un TDAH, empêche-le de dormir. Mais les gens qui vivent avec le TDAH ont plus de difficultés de sommeil que la population générale. Donc, c'est vraiment important de travailler au niveau du sommeil. Au niveau de l'hygiène de vie, on va parler aussi de faire de l'activité physique. On sait que faire de l'activité physique de façon régulière aide le fonctionnement du cerveau, TDAH ou pas. Ça fait partie maintenant des stratégies qu'on propose par exemple, quand on a des consultations pour les troubles anxieux, la dépression, d'autres problématiques de santé mentale. Au niveau des problématiques de santé physique, on propose une réactivation par l'activité physique aussi. On n'y échappe pas. Okay? Ça fait du bien. Mais ça prend une régularité. Il faut être capable de le mettre dans l'agenda. L'alimentation. Est-ce qu'il y a une diète spéciale pour le TDAH? Je vous dirais manger régulièrement, suivez le guide alimentaire canadien, vous êtes bien parti. OK, manger régulièrement. Ça veut dire planifier des repas. Ça veut dire aussi ressentir la faim pour aussi manger quand c'est le bon moment. Ça veut dire, quand je vais à l'épicerie, d'abord d'aller à l'épicerie à temps, avec la liste, de cocher sur ma liste ce dont j'ai besoin, de rapporter les choses chez moi, okay, pas passer par ailleurs. Puis, les obstacles à manger sainement, c'est pas évident. Après ça, il faut faire la recette. Il faut suivre la recette. Il ne faut pas faire brûler les affaires sur le feu non plus. Moi, j'ai un de mes patients, là, il a inventé la laisse à barbecue. C'est quoi ça? Ça, c'est quand tu reçois du monde, puis tu fais du barbecue, puis que tu as un TDAH, OK? Après avoir fait cramer ses steaks bien des fois, il a inventé un système où est-ce que tu as un mousqueton, une corde, un mousqueton. Le mousqueton est après le barbecue, la corde, l'autre est après toi. Fait que tu t'éloignes. Ah, c'est vrai, j'ai de quoi sur le barbecue. On rit, mais c'est pas si le fun que ça, OK? Quand tu es rendu à mettre en place des stratégies comme ça, OK, ça donne une idée du défi, OK, d'implanter justement toutes ces stratégies-là. Toxicité maintenant. La toxicité pourrait venir de ce que je mets dans mon corps. Par exemple, si je prends de la drogue, si je prends trop d'alcool. Elle pourrait venir aussi d'un médicament que mon médecin me prescrit. Il y a certains médicaments qu'on prescrit qui sont un challenge pour l'attention, qui ont tendance à écraser un peu sur le plan cognitif. Et donc, à ce moment-là, c'est important, si par exemple vous avez un TDAH puis vous ressentez qu'avec une certaine médication, vous avez l'impression d'avoir une espèce de brouillard dans la tête, parlez-en à votre médecin, parlez-en à votre pharmacien pour pouvoir avoir cette discussion-là puis voir s'il y a des alternatives ou une réduction de dose qui pourrait être proposée. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années avec la pandémie? On a eu une surcharge émotionnelle, surcharge cognitive, surcharge pour plusieurs de tâches, un environnement qui variait, hybride, maison, école, qu'est-ce qui va être où. Et là, ce qu'on a vu sur le plan planétaire, c'est une pandémie de pseudo-TDAH. Il y a plein de gens aujourd'hui qui vivent avec des symptômes d'allure TDAH qui ne sont absolument pas en lien avec un vrai TDAH. Fait qu'imaginez-vous ce que ça a fait avec ceux qui vivent avec le TDAH. Flambée de symptômes. Et dans un contexte comme ça, notre réflexe ne devrait pas être de dire « on va médicamenter nécessairement ». C'est là où on devrait agir. Réduire ces éléments-là qui mettent du poids sur les symptômes. Et c'est pour ça que j'ai mis un gros encart. OK? 1, on dépiste ces éléments-là. Et 2, on n'utilise pas la médication pour chercher à réduire la fatigue ou encore faire en sorte que malgré la surcharge, je vais continuer. OK? Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a des gens comme ça qui nous consultent avec ces attentes-là. Et je vous dirais, ça prend plus de temps dans le bureau, convaincre quelqu'un de ne pas prendre de médication dans une optique comme ça, que d'aller vers la prescription ou l'augmentation.
quoi ça sert, un diagnostic en médecine? Pas juste en TDAH. Un diagnostic, là, ça ne sert pas à prescrire une médication. Un diagnostic, ça sert à identifier qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a derrière les symptômes? Ils sont où les impacts? Et ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de mobiliser la personne qui vit avec ça, à mettre en place des stratégies, mobiliser ses proches. Si, par exemple, j'apprends que mon enfant a un TDAH et que je comprends qu'il ne fait pas exprès pour perdre l'attention, je n'agis pas pareil comme adulte. Si j'apprends que mon conjoint a un TDAH, je vais peut-être comprendre différemment les erreurs d'inattention, le fait de perdre le fil, ainsi de suite. Donc, ça nous permet d'identifier, d'engager la personne et ses proches, idéalement même le milieu, et d'intervenir avec des stratégies qu'on dit spécifiques à cette problématique-là. Si, par exemple, on arrive avec un diagnostic de trouble anxieux, bien, il y a des choses que la science nous a démontrées qui nous permettent d'aider les gens qui vivent avec un trouble anxieux. Même chose si c'est une dépression, même chose si c'est un TDAH. Même chose si c'est un diabète, de l'asthme ou d'autres problématiques. Je ne sais pas si vous connaissez cette équation-là. C'est une notion qu'on appelle le fardeau compensatoire. Quand on vit avec le TDAH, en général, on met en place plein de stratégies pour compenser les impacts des symptômes. Ça prend souvent plus de temps et plus d'énergie que les autres pour être capable de passer justement à travers ces tâches, les choses qu'on veut faire dans la journée. Donc, le fardeau compensatoire, c'est quoi? C'est finalement la somme de tout ce temps-là et cette énergie supplémentaire que tu dois mettre en place pour faire tes stratégies. Maintenant, il faut se poser la question. Si les stratégies fonctionnent et que le fardeau compensatoire n'est pas trop lourd, bien c'est parfait, ça va bien. On peut dire que tu es bien traité pour ton TDAH. Si les stratégies ne sont pas suffisantes, quoi que soit le temps ou l'énergie que tu mets en place, si ce n'est pas suffisant, là, on va probablement parler de rajouter la stratégie pharmacologique. Si les stratégies fonctionnent, mais au dépens de trop de temps et d'énergie, là aussi, on va arriver avec l'ajout d'une stratégie pharmacologique ou l'ajustement de la posologie. Fait que mon patient de tantôt, avec sa laisse à barbecue, vous pouvez imaginer le reste de son quotidien. Des fois, on va dans nos bureaux, je me souviens d'une famille où est-ce que le parent avait installé un système d'alarme de détection de mouvement à la porte de la chambre de l'enfant pour qu'il y ait un adulte en 1 à 1 autour, tellement il pouvait poser des gestes qui étaient dangereux, par impulsivité, par inattention. Vous pouvez imaginer la lourdeur d'une stratégie comme ça. Je ne vous dis pas que c'est aussi lourd que ça, vivre avec le TDAH, mais vous pouvez voir la subtilité aussi là, dans le quotidien et de toujours avoir en tête cette équation-là. Alors, c'est quoi nos stratégies? Nos stratégies, on en a à 2 niveaux. On va parler des stratégies qu'on dit universelles, où là, on est en amont d'un diagnostic et on les maintient post-diagnostic. On va parler à ce moment-là, justement, de guidance, de coaching. Choisissez votre mot, OK, guide, coach. Où est-ce qu'on va donc travailler au niveau de la rythmicité, implanter des routines, travailler sur nos habitudes de vie, alimentation, sommeil, activité physique, temps d'écran. On pourrait en parler longtemps du temps d'écran. On pourrait parler longtemps aussi du fait qu'actuellement, notre société, elle induit un déficit d'attention de par une surstimulation. Donc, essayez d'aller au restaurant maintenant sans avoir plein d'écrans, une surcharge au niveau sonore pour avoir une conversation en 1 à 1.
En fin de semaine, j'étais allée dans un restaurant, il y a un gars qui jouait de la musique, en plus de la musique qu'il y avait dans les haut-parleurs. On essayait d'avoir une conversation. OK? Alors, imaginez-vous, donc, je pense qu'il faut être conscient de ça. Conscient aussi que celui qui vit avec le TDAH, qui est en recherche de stimulation, a plus de difficultés à s'autoréguler à ce niveau-là, en temps d'écran, en consommation de tout type, incluant la consommation de substances. Côté organisationnel, on va travailler justement gestion des tâches, organisation routine, comment on organise les tâches à travers le temps. Gestion du temps, c'est pas vrai, le temps il s'écoule à la même vitesse pour tout le monde. C'est ce que tu mets dans ton horaire que tu peux gérer. Gestion de l'espace, comment on travaille au niveau de notre environnement. On va travailler aussi au niveau de la gestion du stress, gestion des émotions. Ça, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Des stratégies parentales. La parentalité qu'on dit positive. Être un parent avec une parentalité positive, ça ne veut pas dire tu peux faire tout ce que tu veux, mon enfant. OK? Non. Ça veut dire d'adopter une parentalité où est-ce qu'on va regarder de façon positive, on va énoncer ce qu'on veut, plutôt ce qu'on ne veut pas, et on va regarder certaines stratégies ensemble. Ça implique aussi d'accompagner le jeune avec des stratégies d'apprentissage. Si le jeune a des difficultés de lecture, mais c'est pas vrai que si un TDAH, on va, avec la médication, lui donner des stratégies de lecture. Mes lunettes, là, ils me font voir les lettres. Ils ne m'ont pas appris à lire. Puis en aucun temps, ils ont rendu le texte intéressant. OK? Donc, ces stratégies-là, on n'a vraiment pas besoin d'être à une étape de diagnostic pour les mettre en place. On a regardé la place du diagnostic tout à l'heure. On arrive à une étape où est-ce qu'on a fait le constat, c'est un TDAH. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Bien, à ce moment-là, on peut s'éduquer par rapport à comment notre cerveau fonctionne quand on est TDAH, comment le cerveau de notre enfant, notre proche fonctionne. Évaluer la place de la médication dans tout ça, et si oui, s'éduquer par rapport à la médication. Il y a des interventions plus spécifiques en psychothérapie. Il y a eu des démonstrations qu'au niveau des psychothérapies, on peut, au niveau des adolescents et des adultes, on peut vraiment les accompagner à aller une coche plus loin dans une meilleure autogestion de leur TDAH avec des approches de cette façon-là. Ça peut être fait en individuel ou de groupe. Il y a au niveau, par exemple, des groupes communautaires, on ne parlera pas de psychothérapie nécessairement, mais d'éducation par rapport au TDAH ou d'accompagnement ou de coaching plus spécifique. Dans certains cas, on pourrait parler de mesures d'adaptation en milieu scolaire ou en milieu de travail. Et là, on pourrait aussi réfléchir longuement sur la place des mesures universelles en milieu académique et en milieu de travail. Si moi, je suis propriétaire d'une usine, puis que je considère que tout le monde dans mon usine a un TDAH et que j'organise mon milieu de travail comme si tout le monde avait une difficulté attentionnelle, à qui ça va nuire? Personne. Ça va même aider ceux qui n'ont pas de TDAH, puis qui peuvent avoir une fragilité attentionnelle pour autre chose, temporaire, dans un contexte comme ça. Même chose en milieu académique. Ça ne remplacera pas certaines mesures plus spécifiques, mais je pense qu'on a vraiment à réfléchir comme société, comment on pourrait être structurer notre environnement pour mieux favoriser l'attention de tout le monde. Donc, on n'est plus dans « toi, je te mets une mesure ». On met ça en place pour tout le monde. Toi, ça va t'aider. Toi, ça va t'aider. Puis peut-être que toi, tu ne le sais pas, mais ça va t'aider aussi. L'image parfaite, la rampe d'accès. Au Québec, maintenant, plusieurs de nos bâtiments ont une rampe d'accès. Quand tu es en fauteuil roulant, tu n'as vraiment pas le choix de passer par la rampe d'accès. Mais, il y en a d'autres que c'est vraiment pratique. Par exemple, si j'ai une poussette, je suis un livreur de bière. OK? Tout ce monde-là va être content. Encore là, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est à mobilité réduite. Je peux vous dire qu'on n'est vraiment pas très bon encore dans les rampes d'accès au Québec. Mais on est quand même j'ai même eu une rampe d'accès, la porte ouvre d'en face. Puis la balustrade est là. Fait qu'il y a encore là un concept
Donc, si on veut s'en aller en mesure universelle par rapport à l'attention, il faut qu'on comprenne ce qu'on fait, puis qu'on ne se mette pas à faire des portes qui ouvrent d'en face de quelqu'un qui est en chaise roulante. OK? Donc, la même chose au niveau de l'attention. Maintenant, le TDAH, souvent, il n'arrive pas seul. On peut avoir d'autres problématiques de santé ou d'autres problématiques de santé mentale avec le TDAH, et c'est important qu'on les dépiste, qu'on les détecte et qu'on intervienne à ce niveau-là aussi. Dans la trousse de Odyssée, à chaque fois que vous allez voir une bande rose sur mes diapos, c'est que c'est des outils qui sont dans la trousse. Donc, on propose un outil qui est avec l'ensemble des critères diagnostiques et un outil aussi qui détaille les différentes approches thérapeutiques. On va aller dans le vif du sujet pour comment on prend soin de notre cerveau avec cet outil-là qu'on avait développé au départ pour le programme Truc à tout pour les devoirs et les leçons. Et on l'aime tellement qu'on l'a repris dans le programme pour apprendre et réussir avec le TDAH et dans Odyssée. Moi, cette image-là, je l'utilise quotidiennement pour avoir la discussion, justement, on en est où aujourd'hui dans ces différents éléments-là, dans ton cas, au niveau des besoins physiologiques fondamentaux. Sommeil, alimentation, activité physique, l'émotion. Est-ce qu'en ce moment, donc quand je réfléchis, moi, au niveau du diagnostic différentiel, intervention, on en est où au niveau de la gestion des émotions? Est-ce qu'on a des stresseurs particuliers actuellement? La motivation, l'intérêt, tous les stimuli qui peuvent être distrayants ou qui peuvent te ramener. Un stimuli, par exemple, sonore qui ramène, c'est moi, ma voix de mère qui dit à mon enfant, « C'est quoi ta mission déjà? Je pense que c'était se brosser les dents, hein? » Puis, on repart. OK? Une alarme sonore sur ton cellulaire. Il faut faire attention que notre message vocal reste bienveillant. Parce que quand on est en train de répéter et d'être, on peut, comme parent ou comme conjoint ou conjointe, on peut avoir un petit peu changé de module sonore. Et dans un contexte comme ça, c'est important de se rappeler que je suis un outil. Hein? Ma voix est un outil de rappel. J'ai une maman qui avait même préenregistré toutes les consignes. On s'habille. Non, commence par tes bas. Un bas à la fois. Elle avait enregistré tout ça. Ça ne fonctionne pas. Il faut que tu sois à côté parce que pendant que l'enregistrement joue, ils peuvent être en train de faire autre chose. OK? Alors, les stimuli sonores, les stimuli visuels. Un stimuli visuel très apprécié pour se rappeler de quelque chose. Petit carré jaune, post-it. OK, c'est intéressant. Le danger du post-it, c'est qu'il est collant et décollable. Puis il se déplace dans l'agenda. Encore là, il faut doser notre nombre de stimuli visuels. Je me souviens de quelqu'un qui disait « Moi, je mets des post-it partout, c'est super, tu sais, ça me rappelle. » À un moment donné, tu rentres, puis c'est juste jaune, tu sais. Puis quand tu commences à avoir des enfants, puis tu mets un post-it sur le frigidaire, puis que la porte claque très vite, tout ton agenda tombe à terre. OK? Donc, dans un contexte comme ça, il faut aussi choisir ses outils. On va regarder ensemble certaines stratégies pour harnacher nos idées, parce que ça, c'est pas facile. Okay? Donc, quand j'ai une idée qui m'attire, ben, je vais la déposer sur papier, par exemple. Mais si je pars dans mes idées de tracas, d'inquiétude, comment je fais? On va regarder ensemble certaines stratégies tout à l'heure. Stimuli sensoriels. Il y a des gens qui sont très sensibles sur le plan sensoriel et c'est bien d'en être avisé pour être capable justement de savoir, de se mettre confortable quand on a quelque chose à faire qui nous demande de l'attention pour pas qu'on soit comme « Ah, tu sais, une petite affaire qui gosse. » là. Donc, dans un contexte comme ça, en tenir compte. J'ai un de mes patients qui est très, très sensible sur le plan sonore. Il entend le zzz des lumières, etc. OK? Donc, dans un contexte comme ça, il faut presque même que dans certaines tâches attentionnelles, il faut qu'il s'isole sur le plan sensoriel
soit en mettant des coquilles, des bouchons d'oreilles. Puis j'en ai d'autres que ces stratégies-là, ça ne fonctionne pas parce qu'ils me disent, Doc, avec des coquilles, moi, je deviens Darth Vader, là. OK? Il y a même des gens que c'est coquilles avec musique que ça fonctionne. Et là, ça me met au dépourvu bien des parents. C'est là que je ne comprends pas, là. Okay? Il me dit qu'il étudie mieux avec du heavy metal. Ça se peut. Ça se peut. Quelqu'un d'autre, ça peut être du classique. Quelqu'un d'autre, ça va être des petits chants d'oiseaux. OK? Mais quelqu'un d'autre, ça va être du bruit blanc. Mais ça se peut. Donc, ce qu'il faut, c'est expérimenter. Hein, de quelle façon on va être mieux centré. L'autre item sur l'image, le temps, pas dans le sens il fait quel temps dehors, mais plus le moment de la journée et la durée de ta tâche. On a vu tout à l'heure que plus la durée de la tâche est longue, plus on a des chances de décrocher. Plus elle est courte, plus on a des chances que ça fonctionne. Donc, on a tout avantage à découper nos tâches en plus petites tâches de courte durée et de les faire au moment où notre cerveau est disponible. Qu'est-ce qui se passe en général dans la journée de quelqu'un qui a un TDAH? Il fait des choses stimulantes, le fun, en premier. Et il attend à la dernière minute, en fin de journée, « Oh, c'est vrai, il fallait que je fasse ça. » Donc, on est en train de coupler dans sa journée la tâche la plus difficile avec le moment où on est le moins disponible. Et là, c'est toute une gymnastique de changer ça pour faire en sorte de dire quand est-ce que mon cerveau est le plus disponible la journée et je mets là ce qui me demande le plus de jus. Ce qui nous amène au niveau énergétique et vraiment tenir compte de qu'est-ce qui me charge et qu'est-ce qui me décharge. Je vais juste, ça risque de faire du bruit, désolé. Et donc, en résumé, on va promouvoir des stratégies qui sont universelles, dont on a parlé. On va faire le focus sur certaines d'entre elles. Au niveau du sommeil, dans la trousse Odyssée TDAH, on vous propose un document avec un rappel sur l'hygiène du sommeil. Ça peut servir à quelqu'un qui n'a pas de TDAH aussi, non? Une des choses les plus importantes, c'est de savoir que la lumière nous aide à rester réveillés, incluant la lumière de nos écrans. Même les tout petits comme ça. Ah, mais oui, mais moi, je change ma lumière pour une lumière bleue. On parle de fermer les écrans pour ceux qui ont de la difficulté à dormir. Les autres, ceux qui dorment comme ils veulent, où ils veulent, tant mieux. Mais pour ceux qui ont de la difficulté au niveau du sommeil, c'est 1 heure avant le dodo, on ferme les écrans. Ça, c'est dur. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, 1 heure avant de me coucher, sans... Ben, tu peux lire. Ben non, moi, ça m'endort. On prépare notre cerveau vers le sommeil aussi. On s'installe une routine. OK? Si je prends un enfant, je m'en vais le chatouiller, puis 30 secondes après, j'y dors. OK? En général, ça ne fonctionne pas. Même chose. Donc, on prépare notre cerveau, on installe une routine, et ça fonctionne même pour les grands. Après ça, si on a de la difficulté, on était endormi, on se réveille, on n'arrive pas à se rendormir, on suggère de ne pas dépasser 15-20 minutes au lit en mode éveil, à moins que, OK, pour les grands, vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce temps-là, mais, OK, si vous voulez vraiment dormir, OK, d'abord, on n'a pas d'écran avec la TV, là, je ne dors pas, fait que je zappe, on oublie ça. On se lève, on fait une activité neutre et on retourne se coucher quand le sommeil s'en vient. Et le matin, on se lève à la même heure, qu'on ait ou pas bien dormi, ce qui nous permet de reprendre un peu notre rythmicité. Si on a une sieste à faire, on la fait de courte durée, plutôt en journée, et on fait une activité physique en cours de journée pour dépenser notre énergie aussi. Ceux que ça intéresse, on a aussi mis des liens vers un site qui s'appelle « Dormez là-dessus » qui est excellent par rapport au sommeil, pas qu'elle va vous endormir en lisant, là, qui donne plein d'informations intéressantes.
Et on a aussi mis les normes par rapport à le temps de sommeil, par rapport aux tranches d'âge. Une autre chose qui est intéressante à savoir, quand on vit avec le TDAH, il y a plusieurs zones dans notre cerveau qui nous aident à nous autoréguler. Et ces zones-là, ce sont les mêmes qui s'activent pour t'aider à te centrer et retenir ton mouvement. Donc, si vous avez un jeune qui a un TDAH avec un H gros de même, puis tu te dis, hey, arrête de bouger, non? Tu m'énerves. Concentre-toi. Arrête de bouger. Concentre-toi. Vous lui demandez 2 choses difficiles en même temps, il va falloir choisir. Si vous voulez vraiment qu'il se concentre, laissez-le bouger. Mais il faudrait qu'il apprenne à bouger sans trop déranger. Donc, bouger, ça peut dire pratiquer une activité physique. Ça veut dire aussi prendre des pauses planifiées pour se dégourdir. Puis ça veut dire aussi, pendant que tu es en train de faire ton activité cognitive, de bouger. Donc, on a d'ailleurs à l'entrée, là, il y avait des exemples d'outils qui peuvent nous aider de ce côté-là. Il y a les tangles qui peuvent nous aider, un outil à manipuler, les balles de stress. Pour les plus jeunes, il y a les animaux lourds qui amènent une certaine pesanteur. Et souvent, les enfants vont aussi manipuler les petites billes qui sont à l'intérieur du toutou. Il existe des bijoux qu'on peut, par exemple, il y a des bagues qui spinent ou il y a des chaises qui sont faites pour basculer sans tomber. Sinon, on peut aussi mettre un coussin, qui est un coussin de positionnement sur la chaise, qui permet de grouiller puis de moins tomber. Des élastiques, vous pouvez acheter des élastiques, des élastiques d'entraînement ou des élastiques de réadaptation. Donc, on l'installe après la chaise, soit en tirant après les bras ou les 2 pattes de chaise en avant, puis on pousse à ce moment-là. Il y a des pédaliers, les vélos pupitres que vous pouvez utiliser, mais aussi des petits pédaliers qu'on peut installer en avant de la chaise. Les chaises à roulettes, ça ne fonctionne pas. On recule. OK. Et donc, on peut aussi bouger sans que ça paraisse. Là, je bouge. Je bouge des muscles à l'intérieur de moi. Mes abdos, mes fessiers. Les filles, on peut faire des kegels. Les orteils dans les souliers. Ça peut être une façon aussi de bouger sans déranger. Vous avez ici différentes suggestions de ressources par rapport aux apprentissages. Sur le site de la Fondation, dans la trousse Odyssée, vous avez un outil par rapport à comment mieux stimuler l'attention. Il y a un outil pour le jeune qui peut avoir une réflexion sur comment moi, je peux mettre en place des stratégies pour mieux me centrer. Un outil qui est très intéressant, comment j'organise mon agenda en fonction des tâches que j'ai à faire et de mon niveau énergétique avec ma petite batterie. Donc, c'est un outil qui a été développé pour les jeunes au primaire et je vous dirais qu'on peut très bien l'utiliser à mon âge aussi. D'avoir justement cette notion-là de coupler les tâches qui nous demandent le plus de jus au moment où justement on a du jus disponible. Vous avez aussi un outil qui nous permet d'avoir une réflexion sur les impacts du TDAH à l'école et des stratégies au niveau de la lecture, au niveau de l'écriture et des mathématiques. Si on prend quelques minutes au niveau du style parental. Il y a quelques années, avec des collègues, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Le guide du parent capitaine ». On a comparé à ce moment-là la vie à bord d'un navire et la vie à bord du navire familial, où est-ce que le parent ou les parents sont les capitaines. Et on a différents types de capitaines. Il y a le capitaine permissif, il y a le capitaine qui est autoritaire, il y a le capitaine qui est plus démocratique, et c'est clair que l'approche démocratique est celle qui fonctionne le mieux pour l'ensemble des humains, TDAH ou pas. Mais on sait que dans un contexte, si on a un jeune, par exemple, qui est particulièrement sensible à l'injustice, particulièrement avec un petit fond opposant, vous avez tout avantage à avoir un style démocratique, une coche de plus. Ça va encore mieux fonctionner. Ça, ce que ça implique, c'est que comme adulte, on doit s'adapter au contexte, s'adapter à notre jeune, connaître nos forces à nous, connaître ses forces, connaître nos défis et ses défis, puis
en être conscient dans nos interventions. Adopter un style de communication qui est efficace. Je souligne les forces. À chaque fois que j'en parle, je deviens émotionnée. Je vais essayer de me retenir. Mais dans les séances de signature que je fais avec Mon cerveau a besoin de lunettes, je demande aux jeunes ou aux parents, c'est au nom de qui? Peux-tu me donner une qualité? Puis là, j'écris, mettons, bravo pour. Il y en a qui n'en ont pas à me donner. Qui n'arrivent pas à nommer une qualité. J'aurais envie de leur mettre une liste de qualités, tu sais, devant. Fait que c'est ce qu'on a fait. Dans le guide du parent-capitaine, on a mis une, puis dans le programme Odyssée, on a monté un outil où est-ce qu'on a mis une liste de qualités, puis ça nous permet justement, je peux, moi, regarder la liste puis voir les qualités que je me reconnais. On pourrait faire la même chose au niveau du jeune, où est-ce qu'il pourrait nommer, lui, les qualités qu'il se reconnaît. Et ça peut être intéressant et vice-versa, que le jeune nomme les qualités du parent et le parent les qualités du jeune, puis on peut le faire au niveau du couple aussi. On ne le dira jamais assez, souligner aussi les efforts, pas juste les résultats en bout de ligne. Parce que quand on vient avec un TDAH, avec ou sans trouble d'apprentissage, il y en a des efforts qui, à un moment donné, ne se traduisent pas nécessairement par un résultat sur le plan académique avec une note ou quelque chose comme ça. Puis je pense que c'est important aussi de voir le chemin qui s'est fait et de souligner le chemin. Je vous ai parlé de l'importance de la motivation dans l'activation de l'attention chez celui qui a un TDAH. On va parler de l'estime de soi. On va parler de l'intervention, justement. Tu sais, t'es pas... Hey, toi, là, ce doigt-là, là, OK? Il est dangereux. OK? Nos mots, nos choix de mots. Moi, je vois des adultes qui l'ont internalisé, ce discours-là, de « je suis pas correct, je suis pas à la hauteur, ça se peut pas que ça aille bien ». Ça commence tôt, ça peut toujours se détricoter, OK? Et comment ça se détricote? C'est par passer par des succès. C'est justement, plus on va pouvoir aider le jeune à vivre des succès, plus on va pouvoir l'aider à internaliser le fait qu'il y en a des compétences, puis qu'il arrive à les reconnaître. Donc, comme parent, il faut que je me connaisse. Il faut aussi que je sache c'est quoi mes valeurs principales, puis que je choisisse mes combats. T'sais, entre le bas qui traîne, puis que tu viens de m'envoyer une insulte par la face, on s'entend que c'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, en général. Moi, si je te dis pas d'écran à table, puis que je réponds au cellulaire à table, et où l'exemple? Nos enfants sont des éponges. Puis c'est en montrant l'exemple, justement. On n'est pas parfait, on n'est jamais parfait. D'ailleurs, si vous visez être parfait, vous allez être déçu toute votre vie. OK? Mais donc, on essaye le plus possible, on va montrer l'exemple. Entre parents, on va avoir une cohésion à ce niveau-là. On va encourager les comportements qui sont désirables et on va ramener à l'ordre quand on a des bris de valeur, OK? Le code moral à bord. OK? Et à ce moment-là, on peut, je ne sais pas si vous connaissez le principe des 3 types de conséquences qu'on met en place. Donc, la conséquence naturelle, c'est quand, par exemple, l'enfant, il rentre, il traverse la maison, ses bottes sont pleines de boîtes. C'est quoi la conséquence naturelle? Bien, il va aider à ramasser. Il va arrêter à ramasser, tout simplement. La conséquence par réparation, c'est si tu as brisé quelque chose ou encore tu as peiné ou fait mal. On répare. On répare par un geste ou on répare par une parole, mais on répare. La conséquence par soustraction, où on retire le jeune, c'est une conséquence de type plus exceptionnel. Si l'enfant, par exemple, n'arrive pas à se contenir du tout, à ce moment-là, on peut le retirer le temps qu'il se calme. Mais retirer pour dire « va réfléchir », okay? Moi, je l'ai fait comme parent, là. On l'a tout fait. Mais là, je vous le dis, du côté neuroscientifique, là, ça ne marche pas.
J'ai même un de mes garçons, je l'ai oublié au coin. J'étais en visite chez mes beaux-parents. Il était à genoux dans le coin, il n'y avait pas de TDAH, j'étais tout tranquille, mais il avait fait quelque chose qui n'avait pas d'allure. Fait que moi, comme parent pas expérimenté, je l'avais envoyé au coin. Puis, je suis allée jaser avec quelqu'un, puis je l'ai oublié là. Puis ma belle-mère passe à côté, elle dit « Tu fais quoi? » Il dit « Je réfléchis. » « À quoi? » « Je sais pas. » Hein? Alors, imaginez-vous, c'est un TDAH. Tu ne le sauras pas plus à quoi. Ça ne fonctionne pas, ce type d'approche-là. Quand on fait un retrait, c'est vraiment pour aider le jeune à se calmer ou le retirer d'une situation où est-ce qu'il est en danger. Dans nos interventions, si je veux transmettre de l'information à quelqu'un qui a un déficit d'attention, peut-être que je pourrais capter son attention avant de le transmettre. Okay? C'est beaucoup plus efficace. Nous, comme adultes, on doit être en contrôle de notre ton, de notre choix de mots, avant d'émettre la consigne et au moment où on intervient. Donc, on est neutre, on est calme. C'est pas facile. OK? C'est tellement pas facile. Et à ce moment-là, on est mieux de se faire un auto-time-out plutôt qu'intervenir en montant le ton. À ce niveau-là, on a mis dans le programme Odyssée TDAH un outil de réflexion par rapport à comment on peut intervenir avec plus de bienveillance. L'outil pour reconnaître ses qualités et un outil aussi aux jeunes qui permet d'illustrer, écrire ou faire un collage par rapport à ce dont il est fier. On a parlé du langage, de comment on se parle dans notre tête. Un des outils qui est proposé, c'est justement d'identifier mes paroles, comment je me parle dans ma tête, puis que ça me fait tourner en rond. Et comment je pourrais changer ce discours-là pour me faire avancer. Donc, on a des exemples, puis un deuxième document qui permet de personnaliser, donc d'identifier. Je dis le jeune, non, mais moi, je l'utilise avec des pas mal gras. Côté organisationnel, donc ça vaut la peine de commencer tôt le partage des tâches, de déterminer le quoi, qui, comment, quand, inclure dans sa liste de tâches, avoir du fun, prendre soin de soi. C'est aussi important que manger, dormir. C'est dans le bas de la pyramide de Maslow. Okay? Connecté. On encourage le jeune à participer à son niveau. On est prêt à ramasser les dégâts. Okay? Parce que cet apprentissage-là, c'est un investissement à long terme. On va aussi accompagner le jeune dans ses apprentissages en montrant plutôt que faire à sa place. Ah, laisse faire, ça va aller plus vite. OK? Ça, on évite. Côté environnement, quel que soit l'âge, il faut qu'on soit conscient de ce qui vient nous distraire. On va chercher à atténuer les sons qui sont dérangeants, s'éloigner des stimuli visuels qui viennent nous distraire. Si on est capable, on va regrouper ce qu'on a besoin pour faire notre tâche avant de la commencer. Exemple, quand on fait la cuisine, là, c'est pratique, regrouper nos ingrédients. Mais si je fais les devoirs et les leçons, peut-être que je peux sortir ce dont je vais avoir besoin en une fois aussi. Et on va travailler sur le confort, la posture, l'ameublement aussi. Si je suis dans un mode plus création, réflexion, j'apprends des leçons, je pourrais bien dans un pouf, les pattes en l'air. Je pourrais même sauter dans la pièce. Mais si je suis en train de rédiger ou de faire, par exemple, là peut-être j'ai besoin d'être assise. Donc mon jeune qui a besoin de bouger, il faut aussi que je vois à quel moment il a vraiment besoin d'être assis. Puis sur sa chaise, est-ce qu'il a besoin d'être assis tranquille, en position dite d'écoute attentive, ou ça peut être d'autres types de positions. Pour mieux penser, on a parlé des mémos. Le mémo, il faut qu'il soit bien placé. Si je me mets mon mémo de rapporter du lait revenant du travail sur le réfrigérateur, pas très efficace. Donc, l'endroit du mémo est aussi très pertinent.
Rangé à vue. Le compte à payer mis dans le tiroir, disparu. Le devoir complété mis dans le portfolio opaque, disparu. Portfolio transparent, je le vois. Code de couleur, pour se rappeler qu'est-ce qui va avec quoi. Classement côte à côte plutôt qu'en pile. Le côte à côte, c'est un classement comme ça, où je vois tout. En pile, je vois juste le dessus. Zone d'atterrissage et de décollage. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. La zone d'atterrissage, c'est quand tu atterris chez vous. Tu garoches tes affaires quand tu as un TDAH. OK? Fait qu'au moins, si tu as des zones de garochage, tu risques de plus retrouver tes affaires. La zone de décollage, ça, c'est des notions qui avaient été amenées par Kathleen Nadeau, qui est une Américaine dont le conjoint travaillait à la NASA. Elle disait que c'est un peu comme le décollage d'une navette spatiale, ça se prépare. Fait que quand tu pars de chez toi, prépare tes choses, idéalement la veille. Rassemble ce que tu as besoin, mets-les dans ta zone de décollage. Et si vous êtes plusieurs dans la maison, et plusieurs avec un TDAH, chacun sa zone, parce que sinon tu vas partir avec la boîte à lunch de l'autre. OK? Donc, si tu n'es pas capable de tout mettre ça à la même place, c'est là qu'un petit mémo ou quelque chose qui va te rappeler qu'il faut que tu apportes aussi ça va t'aider. Donc, on rassemble. La matrice d'Eisenhower est intéressante par rapport à l'organisation des tâches, par rapport au temps, de déterminer selon deux grands axes, l'axe d'importance et l'axe d'urgence. On a dit tout à l'heure que les gens qui ont un TDAH carburent à l'adrénaline. En mode urgence, ça va. Ce qui est difficile, c'est le important, pas urgent. Et c'est là où est-ce qu'on peut transformer le important, pas urgent, en plein de mini-urgences à un moment donné. D'où apprendre à bien procrastiner. Où là, on prend une grande tâche, on la découpe en plus petites étapes, on la morcelle, et là, l'art de ça, c'est de prendre ces morceaux-là et les coller dans l'agenda à un moment précis où ce jour-là, ça devient une urgence. Donc, ça donne une occasion de procrastiner, d'être efficace. Une occasion de procrastiner, d'être efficace, ainsi de suite. Dans la matrice d'Eisenhower, il y a aussi le pas important, pas urgent, mais le fun. Et ça, c'est une grande source de distraction. OK? Il faut en être conscient puis être capable de tasser ça quand on veut vraiment se concentrer. Donc, on va justement comprendre pourquoi c'est si pertinent de mettre de côté, par exemple, si tu es adepte des petites vidéos de chats, des choses comme ça sur ton réseau social, mets-le pas à côté de toi si tu as à te concentrer. Donc, regarde quelles sont tes sources de distraction, pas importantes, pas urgentes, mais tellement le fun, OK, pour être capable justement de mieux te centrer. Qu'est-ce que c'est une routine? Une routine, en fait, c'est une succession d'activités ou de tâches qu'on a décidé de coller ensemble dans une certaine séquence parce que ça fait sens. Puis en plus, une routine, là, c'est comme si ça trace un chemin dans ton cerveau. À force de le faire dans cet ordre-là, ça devient plus facile de faire chacune des étapes une après l'autre. Pour le jeune, il y a même un effet sécurisant. Je sais qu'est-ce qui s'en vient par la suite. Donc, notre routine, elle nous organise et elle nous sécurise. Donc, on a deux bons arguments pour mettre en place des routines. Et on vient de comprendre aussi pourquoi nos anxieux, puis nos enfants qui sont plus rigides, comme ceux qui ont été TSA par exemple, sont si sensibles au bris de routine. Et on vient de comprendre aussi pourquoi mon adulte qui a un TDAH qui s'en va en vacances. Ces stratégies organisationnelles prennent parfois une dérape par perte de routine. Okay? Et ça vaut la peine de garder quand même une certaine structure dans un contexte comme ça. Au niveau là, donc, des outils dans la trousse, on a justement un outil qui résume un peu ce que je viens de vous dire par rapport à comment on adapte notre environnement et, entre autres, un outil pour mieux gérer son temps avec la notion de mieux procrastiner.
On va travailler un peu en gestion du stress maintenant. Vous avez ici à l'écran une diapo qui est tirée des travaux de Thomas Brown. Thomas Brown, c'est un neuropsychologue américain extrêmement connu et reconnu pour toute son œuvre par rapport à la compréhension du TDAH. Et il compare donc notre cerveau à un chef d'orchestre qui doit être efficient, bien éveillé, fonctionnel pour diriger l'ensemble de ses musiciens. Et dans notre cerveau, on a plusieurs types de tâches qu'on fait, entre autres au niveau de l'activation, d'être capable d'amorcer la tâche, organiser les informations et organiser ce qu'on a à faire une priorisation de tout ça, la gestion du temps, l'organisation de l'analyse de ce que je suis en train de lire, de ce que j'entends, de ce que, par exemple, si moi je fais une évaluation, il faut que j'analyse, je priorise, etc. Extraire ce qui est essentiel, arriver à synthétiser. Bien ça, là, ça fait partie des fonctions exécutives qui peuvent être plus difficiles quand on a un TDAH. Faire le focus ciblé, rester dessus, la gymnastique mentale de changer de tâche, plus difficile. Maintenir l'éveil, quand ça demande une concentration soutenue, à distinguer de celui qui n'a pas bien dormi ou qui a un trouble du sommeil, qui a vraiment un problème de vigilance en cours de journée. La capacité donc à soutenir l'intérêt, soutenir l'effort. On a parlé de mémoire de travail, manipuler l'information. Ah oui, c'est vrai. Puis aller retrouver dans son tiroir l'information au bon moment. Ça, c'est plus difficile pour ceux qui ont un TDAH. Ce même chef d'orchestre-là permet de recul. Vague d'émotions. 1, je m'en rends compte. 2, je ne prends pas de recul. Je me pose la question sur qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, je peux choisir si j'agis ou je réagis. Plus difficile quand on a un TDAH. Au niveau de la mise en action, l'impulsivité, retenir le geste, retenir le mot. Souvent, les gens qui ont un TDAH avec impulsivité, ils pensent à voix haute. Socialement, ça peut mettre dans le trouble. Tu as l'idée, tu l'as déjà faite. Ça aussi, ça peut te mettre dans le trouble. Donc, au niveau des émotions, on a l'hyperréactivité des émotions. On peut avoir une irritabilité ou une impatience en situation d'attente. On a une anxiété où ça n'a pas bien été la dernière fois, fait que là, je me mets à anticiper que ça n'aille pas bien cette fois-ci aussi. Donc, une anxiété qui est plus spécifique à la performance, comment ça va aller. Puis, on a vu comment aussi vivre avec le TDAH peut aussi fragiliser l'estime de soi. Quand je suis face à quelqu'un qui présente des difficultés d'attention, de l'anxiété, un comportement d'opposition, de l'irritabilité, une colère, ça c'est comme en surface. En dessous de ça, puis je ne vous demande pas tout de regarder chacun des éléments, c'est juste, j'ai essayé de mettre quelques bulles de ce qu'il y a en dessous qui peuvent toutes combiner, amener en bout de ligne une expression comme ça. Moi, je trouvais que c'était pas si évident que ça. Puis pour essayer d'en faire une synthèse, parce que là, je vous donne un secret, je suis en train de travailler sur un prochain livre. Le livre, il s'appelle « Mon cerveau a besoin de focus ». Et ça va être pour les gens qui n'ont pas de TDAH, mais qui ont une fragilité attentionnelle. Les gens qui ont TDAH vont avoir le droit de le lire, là. Mais ça va être aussi pour tout le monde. Et focus, il vient d'où? C'est que finalement, toutes ces bulles-là, j'ai réussi à les rassembler en 5 éléments. La force, notre niveau énergétique. Le O pour orientation. Comment j'organise ma journée? C'est quoi mes buts? La centration par rapport aux éléments autour de moi et mes propres idées. Le volet universel dont je vous parlais tout à l'heure. Et le volet motivation, il faut que ça fasse sens pour moi. Et là, ce qu'on va parler pour le reste de la présentation, c'est le volet centration. Il y a une notion que j'adore qui s'appelle le vagabondage des idées. On peut, de façon volontaire, se promener à volonté dans notre tête. Intentionnellement, vous pourriez en ce moment dire « Oh, que m'énerve! Ça ne m'intéresse pas. » Pouf! Vous allez, par choix, vous promener dans votre tête. Notre imagination, elle est disponible en tout temps.
Et c'est correct d'y aller par choix. Et ça, ceux qui ont un TDAH le font autant que ceux qui n'en ont pas. Les gars autant que les filles, que ce soit déprimés, pas anxiété ou pas, on le fait tout de la même façon. C'est le pas par choix, le involontaire. J'aurais aimé ça, rester concentré. Pouf, c'est parti. Les gars, vous le faites plus que les filles. C'est démontré scientifiquement, c'est pas moi qui dis. OK? Maintenant, ceux qui ont un TDAH le font aussi plus que la population générale. Ceux qui sont anxieux, ceux qui sont déprimés aussi. Ce qui est intéressant, c'est là où va l'idée. Quand tu as un TDAH, elle va n'importe où. Il y a une distraction. J'ai vu quelque chose, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait penser à, Si on compare ça à se promener en forêt, tu as vu un papillon, tu as suivi le papillon un petit peu, tu as vu un écureuil, tu es passé par là, et la belle fleur, j'arrive là. Voyons ce que je suis rendu. OK? Ça, c'est le vagabondage involontaire des idées de celui qui vit avec le TDAH. Celui qui est anxieux, celui qui a un trouble de dépression, c'est plutôt des ruminations, c'est comme une boucle. S'il est en forêt, là, c'est comme s'il était enfargé dans une espèce de sentier bien creusé. Puis là, il est comme pris là-dedans, pas capable de s'en sortir, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il est pris là-dedans, puis qu'il trouve des techniques pour s'extraire de sa boucle. Puis comme il y a des gens qui ont un TDAH et de l'anxiété, c'est hyper important, ou une dépression, c'est hyper important de distinguer l'un de l'autre. Parce que si à un moment donné, quelqu'un dit « j'ai de la difficulté à me concentrer », et qu'il y a les deux, il faut qu'on sache, on intervient sur quoi? Est-ce qu'on est dans la distractibilité des idées générales dans un contexte de TDAH ou des boucles de rumination? Et ça va orienter nos stratégies. Dans le programme de Odyssée TDAH, on a un outil où est-ce qu'on discute du fait qu'être anxieux, c'est normal si on est dans une situation de stress. Donc, il faut arrêter de dire, actuellement, il y a plein de gens qui disent « moi, je suis anxieux. » Oui, et tu as raison de l'être. Okay? Donc, si on vit actuellement une situation de stress, ben, notre corps nous envoie des messages. Okay? Des messages physiques, des messages psychiques, puis même on va agir, on va avoir certains comportements face au stress. Et il y a des situations qui sont plus stressantes que d'autres. Une situation où est-ce que tu n'as pas le contrôle, une situation qui est subite, une situation qui menace ta vie ou ton intégrité, une situation qui menace ton estime de toi, une situation qui fait que tu dois t'adapter là. Une situation où tu dois changer de rôle. Tout ça, c'est plus stressant. Et qu'est-ce qu'on a vécu dans les 3 dernières années? Tout ça. Donc, on peut très bien comprendre qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui vivent une sensation de stress. Au niveau des professionnels de la santé, je ne vous cache pas que ça a été dur les dernières années. Et on a eu un accompagnement par quelqu'un que j'adore beaucoup qui s'appelle Rachel Thibault, entre autres. Et avec le programme d'aide aux médecins, ils ont développé le tableau que vous avez. Tout ça, là, je ne vous demande pas de le lire en ce moment, là, mais vous pouvez aller chercher les outils. Où est-ce qu'on a divisé en 4 colonnes? Okay, comment je me sens? Donc, c'est un baromètre de mes émotions. Okay, comment je me sens? Puis, si je me sens comme ça, qu'est-ce que je fais? Et je vous invite vraiment à aller le regarder et si ça vous intéresse, vous l'appropriez. Si on regarde au niveau de la gestion des émotions, il y a, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Il y a une situation, on a un ressenti. Au niveau de ce ressenti-là, on a un ressenti physique, il y a des sensations, on a des idées tout de suite automatiques. Puis on a aussi des émotions qui viennent avec ça. Et à ce moment-là, si on est en réaction, puis qu'on n'a pas le temps de prendre un recul, paf, en général, ça sort. Et là, j'ai essayé de mettre ça, ce bout-là, ça vient de moi. Au bout de la réaction, à réagir, j'ai mis là certains comportements qu'on aimerait diminuer. On peut réagir par rigidité, plus rien qui bouge. Par évitement, moi je me sens pas bien, je torse ça. L'antagonisme, donc là, on est plus en opposition. La grogne, la colère, l'impolitesse,
le rejet. Si on veut s'en aller plus en action, on doit prendre un recul. Et ce recul-là, moi j'aime bien les acronymes. J'ai mis le voir, hein, recul pour voir, V pour valider, O pour observer, I pour inspecter, R pour réorienter. Et là, à ce moment-là, par mes actions, je peux poser des gestes qui sont plus attentionnés, avec gentillesse, avoir un comportement qui est inspirant et respectueux. Donc, si on regarde au niveau de la trousse, pour être capable justement de faire ces étapes-là, on a, avec la permission de Philippe Laprise, fait une caricature de lui qui prend son recul quand la vague d'émotion est trop forte, il s'ancre, il se dépose, il monte à la vigie pour comprendre qu'est-ce qui se passe, et par la suite, après analyse, va reprendre son chemin. Et on propose donc des stratégies pour faire chacune des étapes, et aussi une fiche de vigie pour être capable justement de détailler qu'est-ce qui vient de se passer et qu'est-ce qui m'arrive dans tout ça. On a aussi une fiche qui permet pour le parent d'aider à soutenir le développement émotionnel de son enfant, mettre des mots sur les émotions. Moi, j'ai des gens que je connais qui ont 2 mots. Je fais le bien, je fais le pas. OK? Entre les deux, il y a toute une gamme d'émotions. Et ce qui est intéressant, c'est que plus vous arrivez finement à définir l'émotion, plus vous allez reconnaître quel est le besoin derrière l'émotion. Parce que dans le fond, si je suis triste, je suis probablement en deuil de quelque chose. Si je suis en colère, c'est pas la même chose que si je suis déçue, irritée, que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'injuste qui est arrivé. Donc, plus je vais être capable de mettre des mots, plus je vais être capable aussi d'identifier, OK, c'est quoi qui se passe, qu'est-ce qui me dérange, et de faire justement ma fiche, il s'est passé quoi, quelle est l'émotion qui a été ressentie, c'est quoi la circonstance, qu'est-ce qui m'appartient dans ça, et où mon pouvoir d'agir, puis avec mes forces, celles de mon entourage, qu'est-ce que je vais me faire comme plan pour repartir. Donc, nommer l'émotion, c'est hyper important. Mais c'est aussi important de la valider. Comme adulte auprès de l'autre adulte, comme adulte auprès de l'enfant. OK? Si tu te sens triste, c'est correct que tu te sentes triste. Tu es en colère? Tu te sens en colère. Il y a une façon d'exprimer la colère. Il y a une façon d'exprimer la tristesse. Mais il ne faut pas taire l'émotion. L'émotion, c'est vraiment un message puissant que ta tête, ton corps t'envoie. Puis si tu la mets de côté, puis tu ne reconnais pas son existence, tu vas te planter éventuellement. Puis moi, je suis psychiatre, je fais beaucoup de suivi en adulte, je vous le dis, là, on n'apprend pas ça tôt dans la vie. Je rêve d'un Québec qui va montrer à ses enfants à lire et à se lire. En attendant, se lire, là, il n'est jamais trop tard d'ailleurs, pour apprendre. Et donc, dans un contexte comme ça, je pense que c'est hyper important. Au niveau de la résilience, là, c'est d'être capable de traverser une situation de stress et de rebondir par la suite, d'en ressortir. Certains vont même en ressortir grandis, mais être résilient, c'est au moins reprendre, si on prend la résilience sur le plan des matériaux, c'est de reprendre sa forme après. Pourquoi j'ai mis cette diapo-là en parlant de résilience? C'est pour se rappeler que vivre avec le TDAH, c'est pas banal. Si tu regardes un TDAH non traité, non connu, pas de stratégie pour mise en place de façon volontaire pour aider la personne qui vit avec le TDAH, là, on a une augmentation de risque de développer des dommages collatéraux. Plus d'anxiété, plus de dépression, plus de maladies bipolaires. Si on a de la dépression, plus de gestes de suicide aussi. Plus de problématiques au niveau des comportements, donc au niveau opposition relationnelle, de la délinquance, des problèmes de conso,
plus de problèmes de conso d'écran, le gaming, à l'école, des difficultés d'apprentissage, un décrochage scolaire sur le plan de l'emploi, des changements fréquents, perte d'emploi, un revenu moindre pour une scolarité égale. Au niveau santé physique, plus de blessures par accident, dont les traumas crâniens, plus d'accidents de la route comme conducteur et comme piéton. Plus d'autres types d'accidents, grossesse non planifiée, infections transmissibles sexuellement. Plus de problématiques de régularité dont je vous parlais tout à l'heure, de rythmicité, dont les troubles du sommeil. Si on a une problématique de santé, plus de difficultés à s'en occuper, plus d'obésité, plus de diabète, plus de maladies cardiovasculaires. Tout ça fait que, globalement, ça fait un nombre d'années de vie en santé qui est moindre et même un nombre d'années de vie moindre, point. Pour ceux d'entre vous qui ont un TDAH, ce n'est pas une promesse, OK? C'est des statistiques qui font que, comme groupe, il y a plus de risques de ce côté-là. L'objectif de dépister le TDAH tôt dans la vie et d'équiper la personne pour mieux vivre avec le TDAH, c'est oui de réduire l'intensité des symptômes du TDAH, mais c'est aussi de réduire le risque d'avoir ces problématiques-là, ou si on les a, de faire en sorte qu'on passe mieux à travers. Ça veut aussi dire que vivre avec le TDAH, ça t'amène plus d'adversité que quelqu'un qui n'a pas de TDAH, d'où le concept de résilience. J'ai le privilège, moi, d'accompagner des gens qui vivent avec le TDAH depuis des années et de voir comment ces gens-là ont une résilience. Ils pourraient en montrer à d'autres, vraiment. La résilience, comme je vous disais, c'est notre capacité donc à rebondir après une situation de stress. Ça ne veut pas dire qu'au moment où tu es dans une situation de stress, que tu n'es pas stressé. Okay? Être résilient, là, ça ne veut pas dire qu'au moment où tu es dans la situation que tu vas bien, là. Non. Okay? Mais ça veut dire que tu vas être capable d'en sortir. Ce que Rachel Thibault et d'autres chercheurs ont démontré, c'est qu'on est capable de cultiver notre résilience comme on peut améliorer notre condition physique en faisant du sport, par exemple. Qu'est-ce qui nous aide à cultiver notre résilience? C'est quand on met intentionnellement, et le mot est fort, intentionnellement, volontairement, dans notre journée, des petites activités qui font sens. Pas parce qu'ils nous font du fun, OK? Mais ils mettent du sens dans notre vie. Puis plus on peut assaisonner notre journée d'activités qui font sens, plus on est résilient. On n'est pas obligé d'attendre d'être en situation de stress pour cultiver notre résilience, mais si vous êtes en situation de stress en ce moment, c'est d'autant plus important, okay, d'en saupoudrer dans votre journée en masse. Okay? Pour aider à ça, Rachel, elle a regroupé ces activités-là en 5 catégories. Ça tombe bien, ils commencent toutes par C. Je pense qu'elle a fait exprès. Okay? Des activités de centration, des activités de contemplation, de création, de contribution et de connexion. Je m'excuse, il y a une petite erreur, ça devrait être un X. La connexion, je l'ai mis en anglais. Dans le document au niveau qu'on a fait pour le programme Odyssée, on a donc la liste, la description, des exemples et une colonne qui est vide parce qu'on peut chacun décider, moi, qu'est-ce qui me parle dans ça? Et cette semaine, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça ne veut pas dire que c'est la même chose que je vais faire dans un mois. Donc, si ça vous parle, allez chercher l'outil puis regardez comment aujourd'hui, ici, maintenant, je peux développer ma résilience. Ils sont allés une coche plus loin. Là, on a parlé de résilience individuelle, mais comme groupe, on a une résilience aussi. Il y a la force du groupe. Quand on travaille au sein d'une équipe, quand on est au niveau de la famille, c'est un groupe aussi. Le groupe, il est plus résilient si les gens qui sont au sein de ce groupe-là peuvent répondre oui à ces questions-là. Et c'est l'acronyme ESPOIR. Est-ce qu'au sein de mon groupe, je me sens écouté, entendu? S, soutenu. P, protégé. O, outillé. I,
dans un cadre impartial, donc sans jugement. R, reconnu. Est-ce que ce que je fais fait sens? Et plus on a des oui à ce niveau-là, plus on a une résilience collective. Moi, quand j'ai entendu sa conférence, là, j'ai pris un petit post-it, j'ai écrit « Espoir » sur mon frigidaire. Puis j'ai décidé que chez nous, ça s'appliquerait. Que dans mon milieu de travail, j'allais être un agent de contamination à ce niveau-là. C'est sûr que si on n'est pas en poste de direction, il faut aller contaminer le boss aussi. OK? Mais plus... Puis c'est sûr que si on est dans une grosse organisation, on peut peut-être dire « Oh, c'est trop gros pour moi, ça. » Mais on peut peut-être, à notre niveau, dans notre équipe, dire « Nous autres, là, on l'essaye, ça. On va être bienveillants envers nous. » Ça fait une méchante différence. Petite tranche de vie, il y a presque 2 ans, j'ai été opérée, j'avais une tumeur, elle est partie, merci. Merci au chirurgien qui n'a pas tremblé pour l'enlever parce qu'elle était sa carotide, ma tumeur. Et puis, je suis restée donc après ça avec une problématique de douleur, de fatigue, etc. Et j'ai senti le besoin de... Tu sais, quand tu as la moitié de l'énergie que tu avais avant, à la blague, je dis, tu sais, avant, j'avais une Porsche dans la tête, là, j'ai une Smart électrique, fait qu'il faut que j'apprenne à ajuster mon chemin. Fait que j'ai comme senti le besoin de justement me réaligner dans tout ça, puis me remettre des repères. Puis moi, comme Rachel, j'aime beaucoup les acronymes, puis j'aimais beaucoup l'expression « carpe diem ». Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller chercher mes mots-clés à ce niveau-là? Le contact, donc l'échange humain, le contact avec la nature, le C. L'attention présente, la résilience, le partage, l'émerveillement, c'est comme l'enfant qui regarde les choses pour la première fois. Le dynamisme, avec le petit tiret avec l'énergie, l'inspiration, l'espoir, on pourrait rajouter le S, espoir pour faire l'espoir de Rachel, et le mouvement. Et tous les jours, le matin, maintenant, je fais mon RCR. Vous savez, c'est quoi le RCR? La réanimation cardio-respiratoire. Donc, on se réanime. Donc, mon RCR, c'est aujourd'hui, je la développe comment, ma résilience? Comment je vais être en contact avec moi-même, avec des gens autour de moi, avec la nature? Et ça va être quoi mon rythme en ce moment, compte tenu de comment je me sens? Si ça peut vous aider, prenez-le. Sinon, ben, prenez-le pas, c'est pas grave. Alors, je vais m'arrêter là-dessus pour la conférence. Avant qu'on coupe la caméra, il y a cette diapo-là qu'il faut qu'elle soit sur la présentation. Donc, ça a l'air que, ils me disent merci. Je dirais merci surtout à tous ceux qui l'ont organisé. Merci à tous ceux qui se mobilisent pour favoriser l'attention, aider les gens qui vivent avec le TDAH, les soutenir, quelle que soit la façon. Chacun, donc, à sa façon, on peut contribuer. Vous vous rendez compte que là, vous êtes rendus des ambassadeurs, des vecteurs, j'espère, aussi bienveillants, que vous allez vous prendre soin de votre attention et peut-être accompagner d'autres personnes autour de vous à justement les aider par rapport à leur TDAH. Merci.